The strike on the aid vehicles is a grave mistake, stemming from serious operational failures. The Israeli government has acknowledged mistakes and announced some disciplinary measures. But the essential problem is not who made the mistakes. It is the military strategy and procedures in place that allow for those mistakes to multiply time and time again. It's also critical that we see an independent, thorough, and fully publicized investigation. L'armée israélienne a rendu public un rapport d'enquête quelques jours donc après ce drame survenu lundi de cette attaque contre les travailleurs humanitaires. L'armée fait des admissions, une série d'erreurs à l'origine de cette attaque, des erreurs qui ont conduit à des mesures disciplinaires, des officiers démis de leurs fonctions, d'autres simplement réprimandés, mais avec aussi, selon le rapport, on va référer ça à des procureurs militaires, mais l'histoire en Israël veut que règne une assez grande impunité face aux erreurs de l'armée. Et donc, la communauté internationale et humanitaire salue ce premier pas en avant, mais continue de réclamer une enquête indépendante, comme vous l'avez entendu, du secrétaire d'État Blinken. Avec nous ce soir, Richard Blanchette, major général à la retraite des Forces armées canadiennes, expert associé au Collège militaire royal de Saint-Jean, va se joindre à nous, Ferry de Kerkhove, dès que possible. Bonsoir, major général Blanchette. Bien le bonsoir, Mme Dussault. Bonsoir à M. de Kerkhove. Oui, on va faire ensemble le suivi de notre entretien d'hier, parce qu'hier, on s'est laissé sur les protocoles qui sont en place pour les tirs, les protocoles de guerre, là, de stratégie, de pratique. Vous avez pris connaissance des éléments essentiels de ce rapport d'enquête aujourd'hui. Admission d'un côté, mais on laisse entendre qu'on s'est trompé parce qu'on pensait qu'il y avait un tireur du Hamas. Votre lecture du rapport d'enquête? Je n'ai pas été particulièrement surpris de ce que j'ai lu. Ce que j'en comprends, c'est qu'il y a eu vraiment une tentative de regarder de façon assez large les responsabilités, c'est-à-dire les erreurs qui ont eu lieu. Et on est allé jusqu'au commandant du secteur sud, donc probablement un général 2 ou 3 étoiles, et également des blâmes qui ont été donnés aux deux officiers qui ont peut-être péché par omission, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de procédure d'opération permanente qui aurait permis de faire en sorte que ceux qui étaient vraiment, ceux qui avaient la main sur la gâchette, décident de ne pas tirer plutôt que de tirer. Et il y a un officier qui avait dit de ne pas tirer, mais au niveau du colonel et du major, on comprend qu'il y a eu une décision par la suite de procéder avec des tirs et même de s'acharner jusqu'à un certain point et de continuer à engager les cibles. Oui, avec acharnement. Ferry de Kerkhove, on a heureusement établi la communication avec vous. Ferry, bonsoir, un plaisir de vous retrouver. Désolé. Ça va, c'est pas les technologies, vous savez, moi, les technologies ont fait très mauvais ménage, alors c'est pas de votre faute. Ferry, vous avez peut-être entendu ma première question ou pas, mais je la repose. Quelle lecture faites-vous de ce rapport de l'armée israélienne, des réprimandes, des mesures disciplinaires, pour lesquelles certaines organisations disent que c'est un premier pas, mais c'est pas suffisant, il faut encore une enquête indépendante. Quelle lecture vous avez-vous fait? D'abord, salutations à mon ami Richard Blanchette, que je n'ai plus vu depuis bien longtemps. Il est toujours aussi élégant. Bon, alors, en ce qui concerne cette affaire, je crois que, compte tenu de l'irritation à l'échelle du globe, à l'échelle mondiale, il est absolument incontestable que du côté des forces israéliennes, ils mettent le paquet pour essayer de trouver le plus de vérité dans ce qui n'est probablement pas nécessairement la véritable... Je m'excuse, je vais très dur. Je ne pense pas que ce soit possible qu'il y ait eu une telle erreur. Je continue à croire que dans le contexte actuel israélo-palestinien, dans cette espèce de volonté, même dans la population, d'essayer d'éliminer le plus possible de gazouilles pour pouvoir récupérer éventuellement ce territoire pour Israël, je ne dis pas que c'est lié directement, mais je crois qu'il y a beaucoup de laisser-faire, beaucoup de manque d'attention. Autrement dit, que ce soit une manque d'attention ou quelque chose de délibéré, c'est totalement inadmissible.
Mais ce qui m'a frappé, quelques éléments, je vais y aller rapidement. On admet les erreurs, mais on dit, vous savez, au début au port où on a chargé les aliments, il semble qu'il y avait un tireur du Hamas sur le toit. Plus tard, on dit que les véhicules ciblés, c'était des Toyota. Habituellement, ce sont des véhicules utilisés par le Hamas. Et finalement, on aurait confondu, à l'étape dernière, vous voyez les 3 rondelles rouges, là où ont eu lieu les 3 frappes, entre les 3 véhicules sur une distance de 2 km, qu'on aurait confondu un sac avec une arme. Est-ce que ça veut dire... Bon, est-ce qu'il y a ici On essaie de trouver des explications. Est-ce qu'il y a une précipitation, Major Général, dans la prise de décision, justement? Parce qu'on a parlé hier, vous et moi aussi, d'utilisation de l'intelligence artificielle maintenant, qui font que les choses se font très, très rapidement. Ce dont nous discutons actuellement, ce sont des règles d'engagement qui n'ont pas été respectées. Oui, le protocole. Durant la guerre du Golfe, je me souviens très bien, lorsqu'on a commencé à utiliser cette notion de règles d'engagement, c'était beaucoup plus complexe que de simplement parler de règles d'ouverture de tir comme nous avions. Et il faut comprendre que ces règles d'engagement sont parfois très complexes, même pour des fantassins au sol. Ces règles sont souvent préparées en présence d'avocats. Et c'est la responsabilité de la chaîne de commandement de faire sûr que chacun des maillons de la chaîne comprend exactement quand ils ont le droit d'utiliser la force létale et quand ils n'en ont pas le droit. Et dans le cas présent, on voit que dans la chaîne, il y a vraiment beaucoup de brouillard à savoir comment et quand ces décisions-là ont été prises ou n'ont pas été prises, dépendant bien sûr du niveau que l'on analyse. D'accord. Mais même, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Ferry, même si le fil des événements est vrai, le simple fait que ce soit Israël qui a mené l'enquête entache sa crédibilité d'une certaine manière, et on entend M. Blinken dire qu'il faut une enquête indépendante. Je trouve que c'est tout à fait normal d'exiger une enquête indépendante. Cela dit, il y a du côté des IDF une volonté de transparence compte tenu de tout ce qui pèse sur leur épaule. Ils ont déjà mis de côté certaines personnes du personnel militaire, mais c'est évident que sans une véritable enquête internationale, on ne sera jamais certain que ce que disent les Israéliens est vrai. Quand on voit l'historique de cette horrible guerre et les bombardements incessants, le mépris total de la vie humaine, je continue à croire, mais j'aimerais beaucoup que l'on me trompe, qu'il y a eu plus qu'une volonté par rapport à une erreur. Mais c'est certain que les forces israéliennes vont toujours nous dire que, premièrement, ils regrettent, c'était vraiment un mauvais coup, mal fait, etc. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Donc, tout à fait raison, il faut une enquête indépendante, mais elle n'aura certainement pas lieu. Netanyahou ne la permettra pas. Évidemment, j'ai évoqué tout à l'heure, puis cette question-là, on va l'aborder rapidement pour aller vers les autres sujets, mais que le rapport dit qu'on réfère à des procureurs militaires le devoir, enfin, on réfère l'histoire pour qu'on évalue s'il doit y avoir des poursuites criminelles. Monsieur Agari, le porte-parole, il a dit qu'il n'y a pas matière à crime ici, c'est une erreur. Par contre, quand on regarde les chiffres où il y a vraiment des enquêtes qui aboutissent à des crimes, c'est moins que 1 des enquêtes militaires qui aboutissent à des poursuites, M. Blanchette. Y croyez-vous? Ce que j'ai compris du ton du contre-amiral, c'est qu'il y a une possibilité que le JAG ou le juge d'avocat général voit dans ce rapport des éléments qui pourraient faire en sorte qu'il y ait des poursuites criminelles. Au niveau militaire, normalement, dans les différentes armées, il y a des variations, mais on parle soit de mesures disciplinaires ou de mesures administratives. Et quand on change quelqu'un de poste, quand on le renvoie ailleurs, ce sont des mesures administratives. Et si on se projette dans le futur, il ne serait pas étonnant que s'il y a vraiment eu un désir de tuer ces humanitaires, qu'il y aurait effectivement... parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des militaires qui ont la gâchette plus facile que d'autres et ça pourrait faire en sorte qu'il y ait des poursuites criminelles compte tenu des informations si on a vraiment une enquête complètement ouverte. Car pour certains, la famine à Gaza ou la crainte de la famine est une arme de guerre. Cela dit, aujourd'hui, les négociations
ont échoué, encore une fois, le Hamas refusant cette proposition de trêve. On ne connaît pas bien toutes les conditions reliées à ça. Ferry, mais est-ce qu'on s'éloigne de plus en plus d'une recherche, d'une voie vers la paix? Si on n'est pas capable de négocier un cessez-le-feu, même temporaire, pour libérer les otages? Je crois malheureusement que c'est la bonne question et je ne pense pas du tout qu'on arrive vers une vague de paix tant que l'affaire de Rafah n'aura pas été réglée et non pas à l'avantage des pressions américaines mais plutôt du côté de Netanyahou. Je ne vois absolument pas une issue heureuse de cette affaire. La seule angoisse qui permettrait peut-être de mieux faire plier Netanyahou, c'est la crainte une attaque du Hezbollah pourra venir une fois pour toutes aux mains avec Israël parce que le Hezbollah s'est tenu quoi, mais plus la situation se délite, plus le Hezbollah peut se sentir enclin à intervenir. Alors, du côté de Netanyahou, l'enjeu reste le même, et tant qu'il n'aura pas défait le Hamas, quelle que soit la façon dont vous définissez ça, pour Netanyahou, il faut qu'il prolonge d'une manière ou d'une autre la guerre, de façon à ce qu'il ne soit pas traduit en justice et foutu dehors de son cabinet. La seule issue réelle, c'est qu'il y ait de révolution dans ce cabinet de la part des plus modérés, plus de gauche, et qui finalement l'abandonnent complètement, d'où à ce moment-là le retour aux élections. Mais on est encore loin de tout cela. Je crois que Netanyahou va continuer pendant pas mal de temps à essayer de maintenir la pression du côté militaire pour se tenir sauf. Plusieurs alliés en appellent donc à Israël pour qu'il change sa stratégie. On a entendu même Guterres le dire, c'est pas juste cet incident-là, c'est toute la stratégie militaire qui est engagée, Major Général Blanchette. Mais comme on apprend du côté des États-Unis aujourd'hui qu'il y a une menace réelle d'une riposte iranienne suite à l'attaque d'une enceinte diplomatique à Damas en Syrie la semaine dernière, et il y en a qui appellent, donc on arrête de livrer des armes. Ça veut dire qu'Israël va rester en mesure, bien sûr, d'assurer sa défense ici. Je suis tout à fait d'accord avec Ferry qu'il n'y a pas de possibilité d'une solution militaire rapide. C'est vraiment du côté de la diplomatie où il faut miser nos espoirs. En ce qui concerne le terrain, on ne le tient toujours pas parce que l'on ne tient pas le souterrain. Et les tunnels ont joué un rôle vraiment déterminant dans ce conflit qui dure déjà presque pour 6 mois. Et cette situation n'est pas près de changer rapidement. Les Israéliens ont des forces spéciales, que l'on appelle les forces SAMUR, qui ont été formées pour avoir des actions dominantes à l'intérieur des souterrains, mais ce que l'on peut en comprendre jusqu'à maintenant, c'est que les succès ont été vraiment infimes et que l'utilisation des bombes que l'on dit gravitaires ou les dome bombs, les bombes qui ne sont pas des bombes intelligentes ou des bombes guidées, ont fait en sorte que nous nous sommes retrouvés avec ces chiffres tout à fait faramineux de 33 000 morts et un succès vraiment infime en termes de l'impact que ça a pu avoir sur une des missions premières qui était de libérer les otages. Oui. Le mot de la fin pour vous, Ferry, pour marquer ce 6e mois, si tant est, vous venez de le mentionner, Netanyahou va s'accrocher au pouvoir pour éviter d'être traduit en justice, donc lui a un intérêt à prolonger la guerre. Le mot de la fin pour vous? Le mot de la fin pour moi, c'est de penser une fois de plus à la non-création d'un État palestinien. Je crois que l'enjeu reste le même, les pressions internationales sont aussi fortes, mais je pense que là, on a très bien vu Netanyahou, Smotrich et toute la bande, au fond, ne veulent absolument pas d'un État palestinien et encore plus profitent de cette guerre pour étendre la colonisation en Cisjordanie. Tout récemment, il y a eu plus de 800 hectares de captés et ça représente peut-être une des plus grosses augmentations de la colonisation depuis les accords d'Oslo. Alors, sur le plan de la politique, à long terme, est-ce qu'il y aura un gouvernement israélien qui voudra véritablement arriver à un État palestinien? Je suis de plus en plus sceptique, surtout si c'est Trump qui revient au pouvoir. À ce moment-là, on oublie totalement la possibilité d'un État palestinien et donc la violence continuera d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est ainsi qu'on marque avec vous le 6e mois de cette guerre dont on pensait qu'elle ne pouvait pas durer très longtemps parce que ce sont quand même des réservistes et c'est des jeunes Israéliens qui doivent se présenter pour combattre. Ferry de Kerkhove, c'est toujours un plaisir. Major Général Blanchette, merci également, c'est toujours un plaisir. Fort pertinent. Merci. Bonne soirée à vous. Pour voir nos émissions en entier,
Rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.